Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Pixar parce que j'avais vraiment envie de vous faire ce genre de vidéo où en gros je ne vais pas forcément faire de critique de Pixar mais plutôt analyser l'intériorité de certains personnages et de voir leur évolution, et c'est pourquoi je vous propose cette vidéo. Sachez que cette vidéo me tient énormément à cœur. Pourquoi? Parce que l'intitulé de la vidéo n'est autre qu'un des chapitres de mon mémoire qui était en lien avec Pixar, et donc c'est pourquoi j'avais aussi envie de vous partager les différents points que j'avais évoqués dans mon mémoire mais sous forme de vidéo pour que cela aille avec mon contenu. On va parler de l'acceptation et de l'évolution de l'être humain chez Pixar grâce à 3 cas. En fait, lorsque je parle de cas, je parle de personnages dont on va exploiter et analyser l'évolution à travers les films, ou plutôt tout au long du film dans lequel il apparaît s'il n'apparaît que dans un seul film. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons évoquer 3 personnages que sont donc Andy de Toy Story, Ellie de Là-haut et également Riley de Vice Versa. 3 personnages qui sont entre guillemets aux antipodes, dans le sens où on passe d'une jeune fille à une femme âgée en passant par un adolescent. Donc j'avais réellement envie d'évoquer ces 3 films pour savoir comment Pixar fait évoluer ses personnages au fur et à mesure du temps. Et vous allez voir que les constructions et la façon dont c'est fait, c'est vraiment totalement différent d'un personnage à un autre et d'un film à un autre. Alors avant de rentrer dans les détails de chacun des personnages, je voulais vraiment vous parler de l'évolution chez Pixar. Tout d'abord, il faut savoir que l'évolution avec un E majuscule chez Pixar, c'est quelque chose d'extrêmement important. Par exemple, on l'avait évoqué brièvement lors de certains lives et lors de certaines vidéos, avec notamment la Pixar Theory, même si on va l'évoquer beaucoup plus en détail prochainement. Mais donc on a justement cette idée de l'évolution dans cette Pixar Theory en passant d'abord des humains, puis aux machines, puis aux animaux monstres. L'évolution est aussi présente par rapport aux spectateurs, notamment grâce à la franchise Toy Story, qui est quand même une franchise composée de 4 films qui se sont étalés sur 24 ans. On va revenir sur le réalisme en parlant donc de ces 3 personnages et de savoir à quel point Pixar a été très astucieux dans la façon d'exploiter certains personnages, et donc les 3 personnages que je vais évoquer dans cette vidéo. Donc je voulais commencer avec Andy, et justement il est l'un des personnages principaux du premier long métrage Pixar qui est donc Toy Story. Dans ce film on voit Andy qui adore s'amuser avec ses compagnons, que ce soit Woody, Buzz, Monsieur Patate ou encore Rex. Il adore s'amuser avec eux. Et justement, ils n'ont pas uniquement le rôle de le divertir. En effet, ces jouets ont alimenté le quotidien du personnage durant la quasi-totalité de son enfance. Et là, par rapport à l'évolution du personnage d'Andy, je voulais justement revenir sur des choses que l'on ne voit pas forcément et évoquer ce qu'il se passe avant Toy Story. Parce que justement dans Toy Story, on voit qu'il ne vit qu'avec sa mère et sa sœur. Donc on comprend qu'il n'a pas eu de figure paternelle ou de deuxième figure maternelle. Et donc si on se base sur le fait que sa famille n'est pas une famille monoparentale mais qu'il y avait bien quelqu'un avec la maman d'Andy, le fait que cette personne ne soit plus présente dans sa vie l'a potentiellement rendu malheureux à un moment donné. Donc les jouets à ce moment-là, en plus de divertir le personnage, ont cet aspect plus sentimental. Même si on ne l'évoque pas dans le film, ils arrivent quand même, par rapport au personnage, de lui faire oublier son pré-Toy Story, c'est-à-dire ce qu'il se passe avant Toy Story. Donc il y a déjà cette idée d'évolution dans l'idée que le personnage arrive à avancer dans la vie grâce au fait qu'il joue avec ses jouets, et que ce soit plus que des jouets, on le comprend dans le film, ce sont des personnages à part entière qui vont accompagner Andy jusqu'à la fin de sa vie. En tout cas, c'est ce qui est prévu comme tel. De plus, ce qui est important de notifier ou de réexploiter par rapport à ce film et par rapport à ce personnage, c'est justement que le temps passé à l'écran et entre chaque film est un temps où les spectateurs ont justement pu grandir en même temps qu'Andy. Et ça, c'est très fort. Parce que justement, et ça c'est vrai que j'en parle souvent, mais quelqu'un qui est né au début des années 90 et qui a vu le film Toy Story 1, admettons, à 5 ans, aujourd'hui il aurait à peu près 30 ans, ce qui signifie qu'il a potentiellement des enfants à qui il pourrait faire découvrir le Toy Story 4 qui est sorti en 2019. Et tu as cette idée qu'Andy, lui qui part à la fac dans le Toy Story 3, avait potentiellement l'âge qu'avaient les enfants qui avaient découvert Toy Story 1 à la sortie au cinéma. Peut-être qu'aujourd'hui, ces enfants-là étaient justement à la fac au moment de Toy Story 3. Et tu as cette idée qu'Andy grandit au fur et à mesure de nos années terrestres. Je l'ai peut-être mal expliqué, mais en soi, c'est comme si Andy grandissait avec nous. Parce qu'entre Toy Story 2 et Toy Story 3, il y a eu à peu près une douzaine d'années. Et justement, entre 98 et 2010, donc entre Toy Story 2 et Toy Story 3, Andy, lui, de son côté, dans la diégèse, a aussi grandi de 10-12 ans. Donc on a encore ce rapport de force qui est que Andy grandit en même temps que les spectateurs et inversement. Et justement, cet écart entre Toy Story 2 et Toy Story 3 et Toy Story 3 et Toy Story 4, c'est très important. Pourquoi? Parce que le fait est qu'on n'a pas eu de film pendant 12 ans, puis 9 ans. Ce qui signifie que là, c'est de l'ordre de l'imagination. C'est de laisser imaginer ce que le spectateur souhaite par rapport au personnage d'Andy et par rapport justement à ce que lui vit. C'est vrai qu'on ne se demande jamais, ou alors rarement, ce qu'il se passe dans une ellipse qui est entre 2 films. Et pourtant, c'est quelque chose à laquelle on peut penser durant le visionnage d'un des 2 films, inconsciemment en se disant, mais du coup, est-ce que moi j'aurais fait la même chose? Et qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années? Qu'est-ce qu'il a étudié? Est-ce qu'à un moment il a eu un chat? Est-ce qu'à un moment il a eu une petite amie ou un petit ami? Peu importe, ce sont des choses que nous pouvons vivre aussi dans notre vie. Ainsi, l'évolution d'Andy n'est pas qu'au sein du film que nous regardons, il est également entre les coupures qu'il y a, puisque justement le personnage semble grandir
grandir d'un film à un autre aussi vite que nous grandissons de regarder un film au cinéma à un autre au cinéma. Cette évolution par rapport à Andy et par rapport au spectateur se fait aussi sur la longueur. Cette lenteur permet donc au personnage d'être plus sur de la profondeur, et même s'il n'est pas au centre du film, puisque ce qui prime, ce sont les jouets. Mais il a quand même ce rôle à jouer. L'âge a donc cette fonction de changement chez le personnage. On voit que les jouets n'ont plus réellement d'effet sur lui, ce qui a justement comme autre effet d'avoir cette séparation entre Andy et ses jouets. Par rapport à Andy, on sent qu'il y a une évolution qui s'établit également avec les spectateurs qui regardent les films au moment où ils sont sortis. Et ça, c'est une des forces de Pixar, parce qu'à l'époque où les films sont sortis, on pouvait plus facilement s'identifier aux personnages qui grandissaient en même temps que nous. Donc on en a fini pour Andy, là on va passer au personnage d'Ellie dans Là-haut. Le schéma d'évolution d'Ellie par rapport au personnage d'Andy est diamétralement opposé. En effet, si tu compares l'apparition d'Andy par rapport à l'apparition d'Ellie dans Là-haut, c'est absolument pas comparable, puisqu'Andy a eu 3 films pour lui, alors qu'Ellie n'a eu que 10 minutes. Ce qui fait que pour certains, son évolution a été moins exploitée que pour d'autres personnages. Cependant, même si on a eu que 10 minutes de la vie d'Ellie, toute son évolution est lisible et claire. Dans le sens où toute son histoire est résumée en 5 minutes, avec cette scène d'introduction du film Là-haut, qui est donc une scène muette. L'absence de parole et la musique forment un ensemble harmonieux qui permet au spectateur d'en dégager les principales thématiques et les différentes timelines. On suit donc le personnage d'Ellie, de sa rencontre avec Carl Fredricksen jusqu'à son décès. Ceci résumé en à peine 10 minutes peut être assez court pour certains, seulement l'émotion est extrêmement forte pour un si petit passage. Pour l'évolution de chaque personnage, Pixar est très fort dans le sens où Ellie est selon moi mieux exploitée en 10 minutes qu'Andy en 15 ans. La puissance de cette scène d'introduction est bien trop forte pour que le spectateur puisse passer à côté. L'évolution d'un personnage comme Carl est différente puisqu'elle s'applique à toute la longueur du film. La complexité du personnage d'Ellie est qu'au-delà du fait qu'elle rencontre Carl, on ne l'entend jamais parler. Elle reste muette et tout ou presque passe par des actes accompagnés de la musique. Le fait est que l'évolution d'un personnage en devient donc subjective puisqu'il fait intervenir la pensée du spectateur avec ses propres souvenirs ou son propre état d'esprit. Ellie est ce genre de personnage développé par Pixar dans le but de faire ressentir des choses au spectateur dans un temps très limité. Il est vrai, le personnage d'Ellie est un personnage qui a marqué par son absence. Tout le film se base sur sa non-présence et sur le rêve qu'ils avaient avec Carl pour vivre une meilleure vie. Elle en vient même à être personnifiée après sa mort. En effet, Carl parle à sa maison comme si c'était sa femme. Donc de ce côté-là, on a vraiment une personnification d'un personnage que l'on n'a quasiment pas vu dans le film à proprement parler, mais qui était quasiment là depuis le début, à la fois dans notre tête inconsciemment, mais surtout dans le cœur de Carl. Et ce qui est intéressant, c'est que l'évolution d'Ellie se déroule dans les 5-10 premières minutes du film, mais c'est vrai qu'on peut aussi l'allonger sur la totalité du film. Pourquoi? Parce que justement, tu as cette idée que Ellie est personnifiée dans la maison, et elle semble justement guider Carl, que ce soit par rapport au fait de se diriger vers les chutes du paradis, ou même par rapport au fait de prendre des décisions. Donc même si le personnage n'est vraisemblablement plus là, on a toujours cette réflexion et cette idée de se dire qu'Ellie est toujours présente. Que ce soit dans le cœur de Carl, comme j'ai pu le dire précédemment, mais également au sein du film, comme s'il y avait une aura autour de la maison et autour de toute la diégèse du film. Donc après Ellie, on passe à Riley de Vice Versa. Le cas de Riley dans le film Vice Versa est évidemment différent, dans le sens où Vice Versa n'a pas de suite et le personnage de Riley n'est pas concentré sur 5 minutes du film, même s'il est vrai que ce qui prime dans le long métrage n'est pas le personnage de Riley en tant que tel, mais plus son intégrité et ses interactions avec les différentes émotions. D'ailleurs, petite anecdote, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si on supprime toutes les scènes avec les émotions, le film ne durerait qu'un quart d'heure. L'état d'esprit dans ce film est ce qu'il y a de plus important. En effet, la crise d'adolescence ou encore le déménagement sont des thèmes assez forts pour être abordés en animation. Pourtant, dans ce film, on arrive clairement à suivre ce personnage de Riley qui est au premier abord une petite fille débordante d'énergie, puis qui, au fur et à mesure du temps, devient une vraie petite adolescente qui ne cherche qu'à trouver sa place dans un monde totalement nouveau pour elle. Ce qui est réellement intéressant dans ce film-là, c'est que le spectateur a l'impression que le film ne va que de péripétie en péripétie, changeant possiblement le comportement de Riley à jamais, mais c'est justement ça qui est important, dans le sens où c'est le principe même de la vie. En effet, la vie n'est faite que de changements, donc quand on vient brusquer Riley, on nous brusque nous aussi, spectateurs qui avons connu cette étape de la vie ou que nous connaîtrons bientôt. Pour en revenir aux péripéties, le spectateur, par rapport à tout ce qu'il se passe, peut penser que c'est trop dur pour un enfant, seulement c'est véritablement ce qu'il se passe. Et en regardant la vidéo qui ne contracte que les passages de Riley et de ses parents, ça n'a pas l'air trop. Justement, ça en devient tout à fait cohérent dans le sens où c'est scénarisé. Donc là où l'évolution de Riley est importante, c'est parce que oui, il y a les émotions qui font que, et oui, tu as l'impression que tout le film se dirige vers le fait que ce sont les émotions et donc ces petits personnages qui brusquent toute la vie de Riley, alors qu'en soi, si tu prends du recul par rapport à ce film-là, c'est juste la vie de Riley, c'est juste son étape vers l'adolescence. Et par rapport à ça, Pixar a été extrêmement fort parce que comme je vous l'ai dit, si on supprime tous les passages avec les différentes émotions dans le film Vice Versa, le film ne dure qu'un quart d'heure et n'est absolument pas incohérent. Tout ce qui est montré via Riley et ses parents par rapport à sa fugue, etc., tout est cohérent. Il n'y a pas un seul passage où tu te dis il manque un moment. Ils ont réussi à bien construire tout cela pour que l'évolution de Riley, uniquement de Riley,
smileys et non des émotions puisse être cohérente. Et ça, c'est encore une autre façon d'aborder l'évolution de l'être humain. Alors peut-être que je suis un petit peu parti trop loin dans cette vidéo par rapport à ce que je peux faire d'habitude, mais c'est véritablement un sujet qui me tenait à cœur parce que j'adore Pixar et j'en ai fait justement mon mémoire et j'avais envie de vous en parler par rapport à ça parce que ce sont des choses que j'ai aimé analyser et de vous le partager, bah ça me fait un bien fou en fait parce que je me dis, je peux le partager tout autour de moi et peut-être qu'il y a des gens qui vont comprendre, peut-être qu'il y en a qui vont comprendre mais qui ne vont pas être d'accord avec moi et c'est ça aussi qui est intéressant dans le sens où on va avoir différents points de vue qui vont s'opposer et ça c'est très très cool. Donc j'ai hâte de voir vos commentaires par rapport à tout cela. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une évolution totalement différente chez certains personnages? J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été un petit peu longue, je suis désolé mais j'avais beaucoup de choses à dire donc j'espère que cela ne vous a pas trop dérangé. Et évidemment tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.